Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne soirée à regarder le Bitcoin quasiment casser son ATH. Et oui, on est passé vraiment à pas grand chose, moins de 200 $, et ça va être un peu la grosse actualité, la grosse analyse. Ça a été cette énorme bougie dans laquelle on a quasiment cassé ici l'ATH, mais on a cassé les break of structure qu'on attendait. Je vous ai fait une petite update justement hier soir pour pouvoir revenir sur ça, pour pouvoir préparer cette vidéo d'aujourd'hui dans lequel on va passer en revue, oui, l'actualité crypto, mais surtout on va revenir sur la situation de Bitcoin. Qu'est-ce qui nous attend pour aujourd'hui, cette semaine, cette clôture mensuelle, parce que nous sommes le 30 octobre et il reste très peu de temps avant la fin du mois d'octobre et vous allez voir que il y a quelques scénarios, mais globalement ils sont tous bullish, et c'est le plus important. En tout cas, si on a une chance de recharger, ce sera dans très peu de temps, et ce sera certainement la dernière chance avant le grand départ, donc il va falloir se préparer. Bref, on va attaquer directement dans les news crypto, mais avant, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Cryptolyse, entrepreneur et investisseur crypto, et on va parler aujourd'hui d'un autre entrepreneur, qui va être ici le CEO de Consensus, qui est en même temps le co-founder d'Ethereum, qui licencie encore 20% de ses effectifs. Alors, Consensus a vraiment licencié énormément de monde sur les 4 dernières années, enfin 3 dernières années, et là on parle d'encore 162 employés, c'est énorme, ils sont à plus de 800 employés, donc on est encore sur une très grosse structure. On rappelle que Consensus, c'est eux qui s'occupent de MetaMask, qui s'occupent de la layer de Linéa, et d'autres petits produits, mais disons qu'ils sont très connus pour être très actifs sur l'écosystème Ethereum, et surtout pour MetaMask. Bon, on va pas se le cacher que MetaMask a pris une énorme claque quand d'autres wallets beaucoup plus ergonomes sont arrivés sur le marché. On parlera bien évidemment de Arabi, on parlera de Phantom, Phantom qui est un wallet qui était à l'origine purement Solana et qui est devenu EVM compatible. Bref, au niveau des expériences, c'est vraiment extra quand on compare à ce qu'on voit sur MetaMask. Donc forcément, ça a beaucoup de mal. Néanmoins, MetaMask reste très utilisé. Et donc, pourquoi je vous parle de ça ? Pour plusieurs raisons, parce que, il y a un FUD général autour d'Ethereum, et je pense que, réellement, que si Consensus coupe 20% de ses effectifs, c'est qu'il y a des raisons. Raisons, c'est-à-dire qu'ils considèrent que ça va être beaucoup plus compliqué que prévu au niveau d'Ethereum, au niveau de ses produits à lui, ça c'est sûr et certain, mais aussi au niveau d'Ethereum et des Layer 2. On rappelle qu'il a MetaMask et Linéa principalement. Il n'y a pas que ça, c'est vraiment les deux gros projets qu'il a. Et quand on voit les allégations et les prises de parole que l'on a de Vitalik Buterin, qui est au cœur d'Ethereum, qui nous dit que lui, il n'a pas besoin de justifier les inadéquations par rapport au présent quand il est en train de construire le futur, ça veut tout dire. Ça veut dire principalement que oui, ça va être compliqué court terme, mais on est en train de mettre en place les éléments pour le futur, et que la notion de décorrélation de performance du prix par rapport à l'évolution d'Ethereum, il ne doit pas avoir d'éléments corrélant les deux, d'accord ? Pour lui, le prix fait son prix, fait sa vie, et à côté, il y a vraiment le développement d'Ethereum, et les briques qui sont les plus importantes, et que oui, peut-être, certaines Layer 2 souffrent plus que d'autres, mais, in fine, ils font les bonnes choses pour Ethereum. Et je pense aussi que c'est une réalité. Je pense que le type de projet comme Ethereum prend énormément de temps à évoluer. On a une hyper accélération au court terme avec notamment des grosses mises à jour qui sont arrivées, et on va en avoir d'autres qui vont arriver, il va falloir vraiment surveiller. Et à la fin de cette vidéo, je vais parler principalement de Ethereum versus BTC, parce que je pense que c'est un élément qui est vraiment très important. Autre chose, on a toujours ici la notion de stablecoin. Vous avez vu, ça revient de quotidienne en quotidienne, parce que c'est l'actualité. Et pourquoi c'est l'actualité ? Parce qu'il y a une véritable discussion autour du dollar, et tous les acteurs des stablecoins sont en train de dire « Oui, mais vous inquiétez pas, les stablecoins sont l'évolution du dollar, sont le dollar du futur. » Et nous avons Paxos qui prend la parole aussi. Alors, si vous ne connaissez pas Paxos, en l'occurrence, c'est ceux qui ont lancé l'USDP, donc le Pax dollar. Oui, mais c'est pas que ça, c'est eux qui étaient à l'origine du BUSD, le dollar de Binance, qui a été retoqué en 2022-2023, j'ai un petit doute de ce côté-là, dans lequel, a priori, ils ont demandé, la SEC a demandé, à ce qu'il soit retiré. Ça a été un petit tollé, et c'est là où on a senti que ça sentait pas forcément bon pour Binance US, et ça s'est prouvé vrai. Paxos revient sous les projecteurs en prenant la parole et en demandant réellement aux deux candidats, et oui, c'est deux candidats, de rentrer, de créer une régulation pro-crypto
avant les élections, ou en tout cas juste après les élections, parce que c'est super important, parce que sinon les USA seront en retard dans l'innovation financière, et je pense que c'est une réalité, mais il y a un véritable combat qui se prépare sur la réglementation autour des stablecoins, et je pense qu'on aura plus de nouvelles très rapidement dans les 6 prochains mois. Globalement, on a les élections le 5 novembre, oui, mais tout de suite après, on aura beaucoup d'informations de ce côté-là. Peu importe que ce soit Harris, peu importe que ce soit Trump, on aura des infos sur la réglementation crypto, parce que c'est quelque chose qui était déjà en cours et qui va s'accélérer avec les élections, quoi qu'il arrive. Ensuite, au niveau des nouvelles macroéconomies, parce que là, c'est très important, on a beaucoup de chiffres qui tombent cette semaine, et forcément, on prépare les élections américaines, et on voit que forcément, on a une économie américaine qui brille, et oui, au niveau des élections, c'est toujours classique, hein, dans lequel on a le consumer spending qui est plutôt positif, c'est normal, on est en période de fête, les gens dépensent, et donc ça c'est positif pour l'économie, et à côté, on a quand même une réflexion à se dire, est-ce que les promesses de Harris et de Trump ne seraient pas une promesse de la Fed à imprimer de l'argent pour le marché? C'est un petit peu la représentation où ça veut dire aussi un retour d'impression monétaire très fort pour pouvoir tenir les promesses qui ont été effectuées, promesses électorales qui sont toujours très très importantes, toujours très énormes aux USA, mais il y a toujours une partie qui doit être respectée, et pour respecter ça, à un moment donné, il va falloir imprimer de la dette et avoir allumé la planche à billets, comme on dit. Bref, tout ça pour dire qu'on attend aussi au niveau du calendrier économique, 13h30 aujourd'hui, le PIB trimestriel T3 US, très important pour valider si oui ou non nous sommes vers une direction de la récession en Amérique. Je ne pense pas que les chiffres vont être négatifs. Encore une fois, quand on voit ce qui est en train de se passer, les différents chiffres qui arrivent et l'arrivée des élections, ça ne peut être que positif. Et donc, ici, nous avons le PIB trimestriel qui va arriver. On va avoir forcément les PCE Core, donc très important pour septembre principalement aussi, la consolidation. On va avoir le salaire moyen mensuel qui va arriver vendredi, le taux de chômage vendredi, le PMI manufacturier aussi vendredi 14h45. Très important à suivre parce que le S&P 500 a été très flat sur cette semaine. Et on va pas se cacher que ça continue toujours. À côté, nous avons le Nasdaq, lui, qui a eu une très bonne journée hier, et qui continue à travailler à la hausse sur ce début de journée, mais ça reste quand même faible. Il va falloir voir si le début de journée américaine, l'ouverture de session, va être suffisamment fort pour pouvoir continuer à pousser ici la tech américaine pour nous pousser aussi. Et oui, parce que nous sommes en surperformance par rapport au Nasdaq, et on rappelle toujours BTC, USDT, donc la représentation de Bitcoin par rapport à Nasdaq, on est bien en surperformance, on a bien cassé notre zone de compression à la hausse, donc ça veut dire qu'on est plutôt très très bien parti, surtout quand on regarde ce qui se passe au niveau du pétrole très bas, donc ça veut dire inflation toujours relativement flat. Par contre, on fait attention parce que l'or continue à pousser, donc quand on a un pétrole qui baisse et l'or qui monte, c'est pas forcément bon signal sur le long terme, mais ça, ce sera le sujet d'une autre vidéo, parce que ce n'est pas du court terme, c'est du moyen long terme, et on aura le temps d'en discuter. Je pense que je ferai ma vidéo de samedi, certainement, dessus. Au niveau de Bitcoin, comme je vous l'ai dit, on est en train de casser les zones importantes, et on a cassé les zones importantes. Et là, pour moi, on est vraiment dans la rupture du bull flag, et on a inversé la tendance. Et quand on prend un petit peu de recul, on voit bien que la rupture, cette bougie mensuelle quand même, on va bientôt faire la clôture, et cette clôture-là, si on clôture cette bougie comme elle est là, voire même un peu plus haute, ce serait vraiment un signal d'expansion très très fort, même si on a eu déjà des validations. Les validations, je vous en ai déjà parlé, c'est la rupture des 70 000 pour valider le break of structure. Pourquoi le break of structure? Très simple, si on regarde la structure même, on a un top ici, un low ici, un top, un low, un top, un low, et on fait un top au-dessus du top précédent qui avait entraîné le plus bas précédent. Donc pour moi, on a bien une rupture de la structure qui est en train de se faire, une rupture du bull flag qu'on avait déjà entamé sur ici le mouvement mi-octobre. On a fait le pullback et la réaccélération, et quand on voit quelque chose comme ça, on voit que c'est vraiment, vraiment très propre. Et plus propre que ça, c'est quand même très, très compliqué. Bon, maintenant, on sait qu'on est en train d'inverser la tendance, on part à la hausse, c'est très positif, mais qu'est-ce qui va se passer concrètement? On a été rejeté une fois dans la partie top, donc ça veut dire qu'on n'a pas fait de nouvelle ATH,
on a été rejeté, mais le rejet est quand même relativement faible. Je vais revenir dessus dans quelques instants, vous inquiétez pas, mais pour moi le rejet est un signe positif du marché. Le marché américain aurait pu rejeter très violemment, l'ouverture des sessions aurait pu être beaucoup plus violente, là ce n'est pas le cas, le marché asiatique tient bon aussi, donc ça veut dire qu'on a une résilience qui est en train de se faire, je pense qu'on va avoir un retest. Maintenant la question qu'on va se poser, c'est quelles sont les zones de retracement que l'on peut avoir et que l'on peut escompter. La première chose à prendre en considération, c'est que si jamais on n'a pas de retest, ça sous-entend qu'on va aller retracer pour reprendre de la force et repartir. Et le retracement sera par rapport au mouvement total, donc c'est-à-dire cette accélération haussière ici, d'accord? Pour voir une meilleure vue, on va prendre celle-ci, ça va être plus simple, en daily, dans lequel, hop, une bougie est égale à un jour, on prend un retracement de Fibonacci, du plus bas jusqu'au plus haut qu'on a noté pour l'instant, et on voit que le 382 et le 0,5 sont à 61 382 jusqu'à 64 259, qui sont du coup la zone de continuation de tendance, de cette hyper-accélération par rapport au mouvement total. Ça veut dire si jamais on n'arrive pas à consolider sur ce petit mouvement-là dont on va parler tout à l'heure, ça sous-entend qu'on ira consolider plus bas. Et donc là, pour moi, ça va être vraiment une zone de rachat très importante pour pouvoir gagner beaucoup de force pour aller casser plus haut. Est-ce que c'est mauvais? J'ai envie de vous dire non. Encore une fois, on a bien fait ici un pullback, on a bien fait une accélération. Alors oui, ce serait mieux de tenir cette zone-là, ce serait beaucoup plus bullish, mais ça n'empêche que même si on descend très bas, ça veut dire qu'on va faire beaucoup de liquidation. Si on va faire de la liquidation des longues, ça veut dire qu'on va créer beaucoup de lignes de short, et donc ça veut dire qu'on va reprendre du momentum pour casser à la hausse, et ça, ce sera très positif sur le BTC, ça veut dire qu'on cassera très fortement, justement, l'ATH. Bref, court terme, si on regarde ce qui s'est passé, c'est là où je vous dis que c'est quand même très positif, on est sur un graphique en 1 heure, et là on voit qu'on a eu un rejet, et on a quand même une consolidation qui est en train de se faire, qui n'est pas une consolidation en mode comme ça, comme on a l'habitude de voir pour faire une deuxième vague baissière, on est plutôt dans une forme de compression, et donc ça veut dire qu'on a bien un travail du prix qui est positif avec une création de liquidité. Pour moi, le second niveau à retenir, et qui va être le niveau court terme, ça va être les 70 400 et les 69 400, qui vont être le retest, si on regarde un petit peu plus, tac, ici, du break-off structure, un break-off structure qui est bien là, qui est bien entre les deux zones, donc ça va être retester le break-off structure, retester potentiellement la structure qui est un petit peu plus basse, et repartir. Si on dézoome un petit peu, ça sous-entend qu'on irait retester ici pour repartir là, pour pouvoir gagner encore de la force et réaccélérer. C'est positif de faire des retracements, on ne peut pas aller tout droit, on ne peut pas faire que monter, il faut respirer, c'est positif si on monte directement, mais ce sera encore plus positif si on fait une pause et qu'on structure le cours pour aller chercher beaucoup plus haut. Parce que si on continue à monter très fort comme ça, avec uniquement de la bougie classique, ça veut dire qu'il y a une phase d'hyperspéculation qui va se mettre en place, et donc ça veut dire qu'on peut avoir une mèche qui peut arriver, donc on peut continuer à pousser, et ensuite avoir une mèche de ravalement qui pourra aller jusqu'aux 70 000 aussi, et repartir. Je préférais qu'on aille respirer avant, pour pouvoir accélérer et casser l'ATH. Et pourquoi je vous dis ça? Pourquoi on peut le liquider? Tout simplement parce qu'on a créé énormément de contrats de liquidation qui se trouvent ici. On les voit au niveau de la zone de 70 000, un petit peu plus bas, 69 000, où durant toute cette phase d'accélération, on a créé beaucoup de shorts, oui, mais surtout beaucoup de longues. On le voit bien aussi, le niveau accumulé en longue, et quand je vois ça, je me dis qu'une petite mèche de liquidation ne ferait pas de mal, et qui serait cohérent, parce qu'on voit aussi ici des niveaux qui sont en train de se structurer au niveau de 70 000. Oui, on a beaucoup de liquidité au-dessus au niveau de la TH, mais ça veut dire aussi que ce serait une zone qui sera défendue, 70 000, et on voit ici la zone 65 000, 60 000, donc qui sont les zones qu'on a définies tout à l'heure. Donc on a quand même des zones qui sont bien présentes au niveau des liquidités, voir comment le price action, l'action du prix va se mettre en place sur les liquidations pour pouvoir travailler. En tout cas, ce qui est sûr, c'est quand je regarde ici les positions de top traders, c'est qu'on n'a pas de structuration à la baisse, on a quelque chose qui tient quand même très fortement. On a ici l'open interest qui monte bien, donc c'est-à-dire le volume de futurs qui est en train de rentrer sur le marché, c'est positif, surtout qu'on voit qu'un peu Y qui est en train de monter, donc ça veut dire que bien on est en train de structurer une accélération, et donc sur BTC c'est plutôt positif. Bon, on va pas se cacher que sur Ethereum c'est pas forcément le cas, on avait défini une zone qui était bien présente ici, on est allé la toucher, maintenant est-ce qu'on va avoir une structuration pour repartir à la hausse? C'est la grande question, je pense qu'on peut aller chercher plus bas, on peut aller chercher encore, toujours plus bas au niveau d'Ethereum versus Bitcoin, c'est, je le rappelle, ici la représentation d'Ethereum par rapport à Bitcoin, et je pense qu'on pourrait aller chercher ici cette zone-là,
aller retester ce bas-là, et là, ce sera vraiment compliqué de casser ça. Si jamais on casse ça, ça veut dire qu'on va rentrer dans une zone qui va être beaucoup plus longue et léthargique pour Ethereum, et donc ça sous-entend que Ethereum ne va pas rentrer en surperformance, mais va accompagner Bitcoin, mais un peu moins bien que les autres cycles, voire beaucoup moins bien que les autres cycles. Et ça se voit aussi parce que BTC est vraiment en train de travailler sa dominance, hein. On a atteint les 60%, on est redescendu, mais globalement, on est en train de retravailler. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a été rejeté ici par cette zone de résistance, et si jamais on consolide au-dessus, ça veut dire que BTC peut continuer à monter, et plus on va monter, plus on aura un risque d'alt season, mais sur la dominance, on voit bien qu'on est en train de travailler la dominance à la hausse, ça veut dire Bitcoin domine sur le reste, alors que quand on regarde les altcoins, on voit que c'est beaucoup plus compliqué, on le sait, on en a parlé plusieurs fois, on a ici une compression au niveau du RSI, donc c'est au niveau du momentum, ça veut dire que oui, Bitcoin est en train de travailler, est en train de pousser à la hausse, à un moment donné on aura une rupture à la hausse au niveau des altcoins, on le voit, on a créé de la liquidité au niveau ici de cette top là, on est en train de consolider, ça peut durer encore un petit peu de temps avant d'avoir une rupture haussière, donc ça sous-entend qu'on peut avoir un BTC qui continue à pousser très fortement, à créer de la dominance avant qu'on ait réellement une rupture ici au niveau du Total Market 3 pour aller casser plus haut, et donc ici bien valider la rupture de la tendance. Pareil, un BTC on a bien cassé ce top là, c'est l'équivalent au niveau de BTC, là on n'a pas cassé, donc il faut qu'on aille chercher ce niveau là pour dire qu'on est en train d'invalider la tendance baissière, et donc pour pouvoir repartir et ensuite réaccélérer et refaire une tendance haussière dans lequel on va recréer des tops et des lows, cette fois-ci qui seront les tops de plus en plus haut et les lows de plus en plus haut, et donc une tendance qui sera majoritairement haussière. Et je vous rappelle qu'en commentaire en description, vous avez la possibilité d'avoir accès à ma méthode d'investissement qui est découpée en 4 étapes et qui est basée sur votre profil psychologique. Tout est expliqué en commentaire en description si ça vous intéresse. Et avant de partir, n'oubliez pas de me laisser un petit like et un commentaire et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça me fait toujours très plaisir. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.